Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Rwanda Air suspend plusieurs vols à destination de certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'annonce a été faite en début de semaine par la PDG de cette compagnie rwandaise, Yvonne Makolo. Dans ce journal, nous vous parlerons de restrictions qui fait suite à l'interdiction par le gouvernement de la République démocratique du Congo du survol de son territoire par tout aéronef immatriculé au Rwanda ou basé dans ces pays. Bonne nouvelle pour les finances publiques en République démocratique du Congo. Les Fonds monétaires internationaux et le gouvernement congolais viennent d'entamer le processus de la première revue au titre de la facilité élargie des crédits. Ces programmes économiques concluent avec le FMI d'une valeur de 1,7 milliard de dollars américains. L'annonce a été faite par l'institution de Bretton Woods à travers un communiqué de presse. Mesdames et messieurs, voilà tout pour la vitrine de votre journal, les développements et de bien d'autres dans le cœur de cette édition. Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Nous, c'est Ecofin Télévision. Vous devez savoir que c'est dans le cadre de l'examen du processus de délivrance de permis de conduire que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a visité la société de production de permis de conduire, partenaire de la Commission nationale de délivrance de permis de conduire CONADEP, située à Kinshasa. À cette occasion, le président de la République a lui-même passé son test afin d'obtenir son permis de conduire. Le contour complet avec Osé Kabamba. C'est une visite pour le moins inattendue au centre d'obtention de permis de conduire situé dans la commune des Gombe, cœur battant de la capitale congolaise. À son arrivée, le chef de l'État Félix Tshisekedi a été accueilli par la première ministre Judith Suminwa ainsi que par le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bemba, avant d'échanger avec le directeur général de la société des productions de permis de conduire sur l'ensemble du processus mis en place dans ces guichets uniques pour l'obtention du nouveau permis. Le président de la République a rempli toutes les formalités requises avant de passer les tests sur les simulateurs, une étape clé de la procédure d'obtention du permis de conduire. Cette visite a également été l'occasion pour certains membres du gouvernement accompagnant le chef de l'État de remplir les formalités en vue d'obtenir eux aussi le nouveau permis biométrique. Lancé le 25 novembre 2024, après près de 7 ans de suspension, la délivrance du permis de conduire se poursuivra jusqu'au 30 juin, date butoir fixée par les moratoires accordés par le vice-premier ministre en charge du transport Jean-Pierre Bemba le 4 mars dernier, avant le début de contrôle sur l'ensemble du territoire. Pendant ce temps, la fonction publique poursuit ses efforts autour des réformes et de la modernisation de l'administration publique. Lundi et mardi, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a officiellement remis à tour de rôle à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Marie-Thérèse Sombo et au ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya le cadre et structure organique de leurs ministères respectifs. Le détail dans cet élément. Après Patrick Mouyaya au ministère de la Communication et Médias, Jean-Pierre Liaou a officiellement remis à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Marie-Thérèse Sombo, les tout premiers cadres et structures organiques du ministère de l'ESU. Avec ces documents, l'ESU franchit une étape majeure dans la réforme administrative et tient ainsi un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.
Il va donc permettre au ministère de projeter sur le moyen terme 2 actions de recrutement et de renforcement de capacités de cadres en rapport avec la structuration, le besoin et les objectifs stratégiques assignés à l'organisation. Un document stratégique attendu de longue date par ces services, désormais au cœur d'une gestion publique plus structurée, plus performante et résolument tournée vers l'accomplissement de ses missions. Les rôles du géomètre dans la gouvernance en République démocratique du Congo, tel est le thème exploité lors de la célébration du 62e anniversaire de la journée nationale des géomètres en République démocratique du Congo, présidée par la ministre d'État en charge des affaires foncières Acacia Bandoubola le mardi 13 mai dernier à Kinshasa. Cette dernière a rappelé le fait que cette journée rappelle l'appropriation nationale de travaux des mesures et de bornage de terre par le professionnel congolais, affirmant ainsi la souveraineté de la République démocratique du Congo dans la gestion du patrimoine foncier national. Suivez. En présence de la ministre d'État en charge des affaires foncières Acacia Bandoubola, les géomètres ont célébré le 62e anniversaire de la journée nationale des géomètres en République démocratique du Congo. À cette occasion, le secrétaire général intérimaire au ministère des Affaires foncières a rappelé que cette journée doit interpeller au plus haut point et remettre en ordre. À lui de rajouter que pour cadastrer la République démocratique du Congo, l'administration foncière a besoin d'un géomètre formé, informé, honnête, consciencieux, impartial, compétitif, performant et motivé. Pour sa part, la ministre Acacia Bandoubola, dans son allocution, déclaré que la date du 13 mai rappelle l'appropriation nationale des travaux de mesurage et des bornages des terres par des professionnels congolais, affirmant ainsi la souveraineté de la RDC dans la gestion du patrimoine foncier national. Elle a par conséquent rappelé aux géomètres que l'éthique professionnelle est le premier outil de travail. Elle a exhorté au respect strict de l'arrêté ministériel qui interdit tout morcellement de parcelles en dessous des 3 hectares, déjà interdit par les articles 72, 93 et 204 de la loi foncière, une mesure qui vise à restaurer l'ordre dans l'occupation et l'octroi des terres en milieu urbain et constitue une étape essentielle dans l'assainissement du secteur, tout en soulignant que tout contrevenant sera désormais exposé aux sanctions prévues par la loi. Elle estime par ailleurs que les géomètres ont un rôle déterminant dans la réussite du vaste chantier de la réforme foncière, initié sous la très haute impulsion du président de la République Félix Tshisekedi et mise en œuvre sous le leadership du gouvernement dirigé par la première ministre Judith Suminwa. Il convient de rappeler qu'un géomètre a également la capacité de borner et de diviser les propriétés foncières. Il pratique l'arpentage, c'est-à-dire qu'il mesure la superficie des terres constructibles, agricoles ou forestiers. Rappelons que la journée nationale des géomètres congolais a été instaurée le 13 mai 1963. Bonne nouvelle pour les finances publiques en République démocratique du Congo. Les Fonds monétaires internationaux et les gouvernements congolais viennent d'entamer le processus de la première revue au titre de la facilité élargie de crédit. Ces programmes économiques concluent avec le FMI d'une valeur de 1,7 milliard de dollars américains. L'annonce a été faite par l'institution de Bretton Woods à travers un communiqué de presse publié le 13 mai. Igor Biwaka. C'est un premier pas vers un accord décisif et qui pourrait, à la suite de l'achèvement de ces programmes, rapporter au Trésor public congolais environ 1,7 milliard de dollars américains. Dans ses communiqués de presse, le Fonds monétaire international fait une grande annonce. L'équipe du FMI est parvenue à un accord au niveau des services avec la République démocratique du Congo sur la première revue au titre de la facilité élargie de crédit. Cette approbation de l'institution de Bretton Woods repose sur les indicateurs macroéconomiques de la RDC et qu'elle a jugé robuste et résilient face aux chocs tant endogènes qu'exogènes, à savoir l'activité économique est restée résiliente avec une croissance robuste du PIB établie à 6,5% en 2024, avec des perspectives de croissance projetées au-dessus de la barre de 5% cette année, sur fond du dynamisme continu du secteur extractif. L'accumulation continue des réserves internationales dont les niveaux s'établit à ce jour à plus de 6 milliards de dollars américains, la réduction du déficit du compte courant
la stabilité du taux de change maintenu à la barre des 2800 $ américains depuis mai 2024 et l'atténuation des tensions inflationnistes figurent sur la liste de ces critères au vert et qui ont persuadé les FMI à approuver cette première revue, un premier pas qui mène à l'achèvement de ces programmes économiques. Dans son compte X, le ministre des Finances Doudou Fomba s'est réjoui de cette avancée significative, félicitant les experts du gouvernement, surtout réitérant l'engagement de l'exécutif national à œuvrer davantage en faveur de projets structurels. Maintenant, il est temps d'agir sur les questions structurelles, mettant au cœur de l'action du gouvernement les investissements structurants, routes nationales, pistes agricoles, développement de pôles agricoles, des centrales hydroélectriques et photovoltaïques, de voiries urbaines structurantes ainsi que les développements de chaînes de valeur. Pour rappel, le Fonds monétaire international a approuvé en début de cette année 2 programmes économiques d'une valeur de près de 3 milliards de $ américains avec le gouvernement congolais. Il s'agit du Fonds pour la résilience et la durabilité à hauteur de 1,1 milliard de $ américains et de la facilité élargie de crédit pour un montant d'environ 1,8 milliard de $ américains. Avec cette nouvelle approbation, espérons que la République démocratique du Congo parviendrait à boucler pour la 2e fois de suite le programme économique avec le FMI. Poursuivons cette édition pour vous parler cette fois-ci du ministère de l'Industrie et Développement de PME qui a informé via un communiqué publié le mardi 13 mai le lancement de Vijana, une initiative de financement dédiée aux projets industriels portés par la jeunesse congolaise, fruit d'un partenariat entre le Fonds de promotion de l'industrie FPI et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, visant à renforcer l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs congolais évoluant dans le domaine de l'industrie, de la semi-industrie et de l'industrie légère. Commentaire. Dans le cadre de la politique nationale de promotion de l'entrepreneuriat et de l'industrialisation inclusive, le ministère de l'Industrie et Développement des PME a annoncé au grand public et en particulier les jeunes congolais le lancement de Vijana, une initiative des financements dédiés aux projets industriels portés par la jeunesse congolaise, fruit d'un partenariat entre le Fonds de promotion de l'industrie et le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, visant à renforcer l'accès au financement pour le jeune entrepreneur congolais évoluant dans les domaines de l'industrie, de la semi-industrie et de l'industrie légère. Pour bénéficier de ces financements, les porteurs des projets doivent être de nationalité congolaise et âgés de 18 à 35 ans, être propriétaire ou copropriétaire d'un projet à caractère industriel, avoir une entreprise établie sur le territoire de la RDC, être incubé ou affilié à une structure d'encadrement reconnue, de présenter un projet nécessitant un financement pouvant aller à 50 000 $ américains et bénéficier dans le cadre de ces programmes d'un taux d'intérêt bonifié de 4% l'an garanti par le FOGEC. Dans le même cadre, il est stipulé que le FPI examinera minutieusement des projets à financer pour faciliter l'entrepreneuriat de jeunes. Étant donné qu'ils n'ont pas les garanties pour accéder au financement du FPI, le FOGEC, qui dispose de moyens, les aidera désormais à obtenir de crédits pour leurs activités. Les 2 établissements publics ont décidé de travailler en synergie dans la transparence et la rigueur pour la prospérité économique de la République démocratique du Congo. Notons qu'une 50aine de projets a déjà été soumis au FOGEC et un appel au projet industriel de jeunes a aussi été lancé sur toute l'étendue du pays. Et un appel au projet industriel de jeunes a aussi été lancé sur toute l'étendue du pays. La participation à ces programmes est totalement gratuite et les jeunes entrepreneurs intéressés sont invités à constituer un dossier comprenant un business plan détaillé, les documents légaux de l'entreprise et une attestation d'incubateur ou d'accompagnement. Changeons de chapitre à présent. Quel est l'impact de la fermeture de l'espace aérien congolais sur la compagnie publique aérienne rwandaise Rwanda Air suspend plusieurs vols à destination de certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'annonce a été faite en début de semaine par la PDG de cette compagnie rwandaise, Yvonne Makolo. Selon elle, cette décision résulte du coût élevé engendré par le contournement de l'espace aérien de la République démocratique du Congo, une restriction qui fait suite à l'interdiction par le gouvernement de la République démocratique du Congo du survol de son territoire par tout aéronef immatriculé au Rwanda ou basé dans ces pays. Suivez.
L'interdiction par Kinshasa du survol de son territoire par tout aéronef immatriculé au Rwanda ou basé dans ces pays, prise dans un contexte de tensions diplomatiques, entraîne des conséquences économiques significatives pour Rwandair. Cette décision du gouvernement congolais, annoncée le 12 février 2025, est motivée par l'insécurité grandissante liée au soutien de Kigali au mouvement armé M23 dans l'est du pays. Désormais contrainte de rallonger ses itinéraires, la compagnie aérienne rwandaise voit ses coûts opérationnels exploser. Pour y remédier, Rwandair n'a d'autre choix que de réorganiser ses plans de vol. Ainsi, elle a annulé ses liaisons de plusieurs destinations stratégiques, notamment Abuja, Cotonou, Brazzaville, Libreville et Lagos, tout en modifiant d'autres itinéraires pour éviter l'espace aérien congolais. Bénéficiant d'un soutien considérable du gouvernement rwandais, Rwandair prévoyait de doubler son trafic passager d'ici 2029, notamment grâce à la finalisation de la vente des 49% de ses actions à Qatar Airways. Mais avec cette interdiction, ses ambitions prennent un sérieux coup, menaçant son expansion régionale et internationale. De son côté, Kinshasa semble avoir trouvé les talons d'Achille du gouvernement rwandais et entend bien maintenir la pression. Cette mesure pourrait affecter non seulement Rwandair, mais aussi l'ensemble de l'économie rwandaise en augmentant le coût du transport aérien et en compliquant les échanges commerciaux avec plusieurs pays africains. En séjour à Kolwezi, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo a rencontré le mardi 13 mai la gouverneure de province Fifi Masuka Saini dans son office. Hormis la présentation de civilité, le diplomate David Tsigoke a échangé avec la chef de l'exécutif provincial sur plusieurs projets en cours au Lualaba afin de booster l'économie. Au sortir de l'audience, il a salué les vents de changement insufflés par Fifi Masuka. Suivez. De passage à Kolwezi dans le cadre de sa participation aux assises du Katanga Business Meeting, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Zimbabwe en République démocratique du Congo a rendu ce mardi 13 mai une visite de courtoisie à la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. Au cours de cet échange significatif, la chef de l'exécutif provincial et le général David Tsigoke ont passé en revue plusieurs projets à impact visible, dont notamment la concrétisation du projet des zones économiques spéciales et la route Kolwezi-Solwezi. DRC and Zimbabwe, we can embark on the agricultural requirements. Premièrement, il est ici parce qu'il a été invité par KBM, il doit participer à la conférence. Et une fois arrivé, il ne peut pas être dans la province sans voir la première citoyenne de la province. C'est la raison pour laquelle il est ici pour rencontrer la gouverneure. Et ils ont eu des discussions dans divers domaines, spécialement dans l'agriculture, l'économie et dans le mining. Et comme les Zimbabwe, on a l'expertise dans le mining, dans l'agriculture. Et on va se baser sur l'agriculture parce qu'on peut apporter quelque chose. Et il y a beaucoup d'espace où on peut cultiver. Et si les deux gouvernements se mettent d'accord pour développer ce secteur, cette province est capable de nourrir le Congo et même l'Afrique. Et nous avons aussi parlé de la route qui va amener vers la Zambie, qui est presque finie, il reste quelques kilomètres. Le diplomate zimbabwéen a profité de cette occasion pour saluer à juste titre le leadership performant de la meilleure élève du président Félix Tshisekedi Tshilombo, en travaillant sans relâche pour la transformation profonde du Lualaba. On a vu des espaces où les gens sont en train de faire l'agriculture, spécialement le maïs. Et dans la province, dans la ville aussi, on est en train de construire des bâtiments ici et là. On peut voir qu'il y a un bon travail qui est fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Elle fait un très bon travail. La République démocratique du Congo via le Lualaba et le Zimbabwe devront mettre en place des projets salvateurs dans les secteurs agricoles. A good number of expertise who know agriculture. On va rester dans cette province pour cette fois-ci parler du ministère provincial de la santé de cette province. Nous parlons bel et bien de Lualaba qui a accordé une hospitalité à la coalition
entreprises de lutte contre le VIH-Sida. C'était le lundi 12 mai. Au menu de l'entrevue, solliciter l'appui du gouvernement provincial que dirige la gouverneure Masuka Saini Fifi, dont la mobilisation de ressources financières auprès des entreprises du Lualaba à la suite de l'arrêt de financement par les États-Unis. Dr Pichu Kaimda Kassela a été à l'écoute de ses hôtes et a promis une suite favorable du gouvernement Masuka qui fait de la santé pour tous son cheval de bataille. Suite à l'arrêt des financements de la campagne de prise en charge des personnes vivant avec le VIH par les États-Unis d'Amérique, une délégation de la coalition interentreprises des luttes contre le VIH-Sida, antenne provinciale du Lualaba, a été reçue ce lundi 12 mai 2025 en audience par la ministre provinciale de la Santé, Dr Kainda Kassela Pichu, dans son cabinet de travail. Cette délégation composée du PNLS, PNMLS et la FEC est venue solliciter l'appui du gouvernement provincial pour cette prise en charge. Au sortir des échanges avec l'émissaire de la gouverneure Masuka Saini Fifi, Dr Baltas Kabea a aussi invité les entreprises du Lualaba d'accompagner cette campagne. La lutte contre le VIH a été appuyée par les partenaires USAID et c'est ce que nous appelons un appui qui dépendait directement du fonds des peuples américains, PEPFAR, à travers l'agence de l'USAID et CDC. Mais ça fait longtemps, depuis l'administration Trump, que le gel, il y a eu arrêt de financement dans beaucoup de pays, y compris les nôtres, et ça a impacté aussi la province du Lualaba par rapport à la lutte contre le VIH, par manque d'appui financier. Avec cet arrêt brusque de l'appui du financement de la lutte contre le VIH-Sida, il y a déjà des problèmes trop criants dans la communauté. Il y a des personnes vivant avec le VIH qui n'ont pas bénéficié d'approvisionnement en ARV pendant au moins tout un trimestre. Et il y a la communauté qui n'a pas été dans certaines catégories que nous ciblons pour le VIH, qui n'ont pas bénéficié des tests du VIH. À cela s'ajoutaient d'autres problèmes de l'intervention dans la coordination de la lutte contre le VIH. C'est pour cette raison nous sommes venus voir l'autorité pour qu'il accompagne un peu cette intervention avec les fonds du gouvernement provincial à travers les autres secteurs. La province du Lualaba fait de la santé pour tous un des piliers de sa gouvernance, d'où s'approprier de cette lutte contre le VIH sera un pas de plus pour vaincre le VIH-Sida à l'horizon 2030, tel que résolu lors du FONAST à son édition 5 qu'avait abrité le Lualaba. Vous devez savoir, mesdames et messieurs, que le dernier rapport de la Commission nationale de Mercurial, structure du ministère du Commerce extérieur pour la période allant du 12 au 17 mai, indique une baisse généralisée de prix de principaux minéraux exportés par la République démocratique du Congo, à l'exception notamment du tantal et du germanium qui restent stables. Commentaire. Ces rapports enseignent que les cuivres, l'un des principaux produits miniers d'exportation de la RDC, voit son prix reculer légèrement, passant de 9 422,65 $ américains la tonne à 9 386 $ américains, inversant la tendance haussière observée la semaine précédente. De son côté, les zinc enregistrent une baisse plus marquée, avec un repli de 2579,30 $, américains la tonne contre 2619,90 $ américains une semaine plus tôt. L'or, considéré comme valeur refuge, connaît aussi une légère diminution, s'établissant à 107,97 $ américains les grammes, contre 108,11 $ américains précédemment. Le cobalt, malgré son importance stratégique pour les technologies de transition énergétique, continue sa baisse entamée la semaine précédente, bien que très marginale, soit 33 011 $ américains la tonne contre 33 012 $ américains la tonne. Ces reculs interviennent dans un contexte particulier marqué par la suspension temporaire des productions du cobalt congolais depuis le 22 février 2025, selon une décision du gouvernement. Avec l'ouverture ce 14 mai à Singapour du congrès annuel du cobalt, où la délégation congolaise se présente en outsider, les changements vers une tendance haussière sont entendus. L'étain, après une période de relative stabilité et une poussée haussière fin avril,
baisse également pour atteindre 31 125 $ américains la tonne contre 31 216 $ américains la semaine précédente. En revanche, le tantal et les germanium font figure d'exception où leurs prix restent inchangés, respectivement à 227 $ américains les kilogrammes pour les tantal et à 2693,25 $ américains la tonne pour les germanium. Ces fluctuations aux décours internationaux, largement influencées par les dynamiques de l'offre et de la demande mondiale, pourraient impacter le revenu d'exportation de la RDC, dont l'économie dépend fortement du secteur minier. Une baisse prolongée des prix de matières premières pourrait aussi freiner les investissements dans l'exploration et la production, avec des répercussions sur les recettes publiques et les projets de développement. Et prenons à présent la revue de presse. Avant de boucler complètement cette édition, on va prendre à présent le rappel de titres. Nous vous avons parlé dans cette édition de l'impact de la fermeture de l'espace aérien congolais sur la compagnie publique aérienne rwandaise Rwanda Air, qui a suspendu plusieurs vols à destination de certains pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'annonce a été faite en début de semaine par la PDG de cette compagnie rwandaise, Yvonne Makolo. Dans ce journal, vous avez suivi le contour complet de cette affaire. Toujours dans cette nouvelle, nous avons également parlé du Fonds monétaire international et le gouvernement congolais qui viennent d'entamer les processus de la première revue au titre de la facilité élargie de crédit. Ces programmes économiques concluent avec le FMI d'une valeur de 1,7 milliard de $ américains. L'annonce a été faite par l'institution de Bretton Woods à travers un communiqué. Vous avez sans doute suivi un élément complet quant à ces. Vous l'avez donc suivi, c'est ces rappels de titres qui bouclent complètement cette édition sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, vous l'avez suivi, nous vous disons merci. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.